Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 26 de Polycritique, le webinaire de la FSP, donc un rendez-vous mensuel, comme vous le savez, au cours duquel des universitaires, des chercheurs décryptent pour nous des enjeux de l'actualité française ou internationale. Et aujourd'hui, c'est la guerre à Gaza. C'est à la guerre à Gaza que nous consacrons notre webinaire, un webinaire qui a donc pour titre Hamas-Israël, quel but, au pluriel, de guerre, dans quel contexte international? Et pour répondre à cette question, nous avons la chance d'accueillir quatre spécialistes que je vous présente d'un mot, par ordre alphabétique. D'abord, Laetitia Bucaille, professeure de sociologie politique au département d'études arabes de l'INALCO. Sami Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po, et plus précisément au CERI. Jean-Pierre Filiu, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po et chercheur également au CERI. Et Elisabeth Marteux, politiste spécialisée sur le conflit israélo-arabe. La règle du jeu, le modus operandi de nos webinaires n'a pas changé. Au cours de la première heure, nos quatre invités vont éclairer les différents aspects de ce sujet, après quoi les personnes qui se sont connectées et qui sont nombreuses ce soir, très nombreuses même, et qui font donc partie de l'auditoire, auront la parole pour poser des questions ou apporter des commentaires. Tout cela demande à être monitoré et donc nous vous remercions de bien utiliser la boîte, comme on dit, questions-réponses pour poser vos questions. Nous aurons 30 minutes pour cet échange qui, hélas, se déroulera sans Jean-Pierre Filiu qui devra nous quitter à Oui. 18h30. Pour commencer, la question que j'aimerais poser à Laetitia Bucaille, spécialiste en la matière s'il en est, c'est celle des acteurs du 7 octobre, et en particulier, bien sûr, euh, le Hamas. Quelle stratégie, ou plutôt dans quelle stratégie s'inscrit cette attaque du 7 octobre? Comment est-ce qu'on peut la décrypter? Et une fois encore, nous faisons œuvre de chercheurs et nous considérons qu'expliquer, ça n'est évidemment pas justifié. Laetitia. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, fruit des réflexions que nous livre l'actualité. Effectivement, le Hamas s'était fait plutôt, pas tout à fait oublié, mais en tout cas était devenu un acteur normalisé en quelque sorte, même s'il n'était pas accepté par la communauté internationale ni par Israël. En tout cas, la situation paraissait relativement stable et bien sûr le Hamas a créé à la fois l'effroi, bien entendu, mais aussi la surprise par cette attaque du 7 octobre, cette attaque très coordonnée et qui s'est montrée à la fois d'une grande efficacité, d'une grande cruauté. Alors, indéniablement, hein, ça a été dit déjà, le Hamas cherchait à renverser la table. Alors, notamment sur le plan intérieur, un des objectifs immédiats, c'est la libération des prisonniers palestiniens. Euh, Cela tient au cœur de tous les Palestiniens, puisque les prisonniers palestiniens émanent de toutes les tendances de la société palestinienne, notamment beaucoup sont du Fatah, mais c'est une cause qui est vraiment extrêmement populaire. Donc il y avait cet objectif-là très concret, et bien sûr, à travers cela, le Hamas entend assurer la relève de la représentation du peuple palestinien, puisque l'autorité palestinienne est si moribonde, si décriée. L'objectif du Hamas, qui n'est pas nouveau, c'est d'incarner cette relève et de se positionner en tant qu'acteur euh, légitime représentant le peuple palestinien. L'idée, c'était bien sûr aussi
de faire sortir de l'oubli la cause palestinienne, hein, conflit de basse intensité dont chacun s'accommodait, et Israël également, bien sûr, et puis de couper court au rapprochement israélo-arabe, notamment avec l'Arabie saoudite, mais bon, puisque cette attaque a bien sûr été organisée depuis longtemps, ça s'inscrit aussi hein, dans le sillage plus long de ces rapprochements israélo-arabes, notamment les accords d'Abraham. Donc voilà, la cause palestinienne paraissait enterrée de diverses manières, et c'était bien sûr l'idée de changer complètement cette donne que le Hamas cherchait à faire. Euh, et puis, donc, avec éventuellement cette attaque de grande ampleur, qui a peut-être dépassé les espérances du Hamas, en tout cas ça a été dit, euh, mais dont quand même les contours laissaient présager une riposte terrible d'Israël, riposte qui est en train de se dérouler à Gaza, mais aussi en Cisjordanie sous des formes diverses et variées. Et le Hamas avait certainement anticipé ces représailles et le fait que la, la- les représailles terribles d'Israël allaient euh, bien sûr secouer les opinions publiques arabes et occidentales. Alors, un des espoirs du Hamas, ça peut être de provoquer une guerre régionale. Euh, Cela dit, de ce côté-là, le Hamas a peut-être moins bien réussi que dans le trouble qu'il suscite dans les capitales occidentales, alors notamment voilà, les États-Unis, les universités américaines, euh, euh, l'Angleterre, bien sûr, la France aussi. Je crois que là, peut-être que le Hamas a mieux euh, réussi à diviser et à provoquer eh bien, beaucoup d'émoi et de division, des germes de division dans ces sociétés occidentales. Donc, à cet égard, le pari du Hamas est remporté. Cela dit, ce qui est peut-être, je finirai là-dessus, c'est bien sûr le Hamas. Bon, le Hamas est souvent accusé par Israël de se servir des civils palestiniens comme des protections, de se protéger contre Bouclier, derrière oui. les civils. Euh, Cela dit, effectivement, le prix que les civils payent à Gaza est tellement effroyable qu'il n'est pas sûr quand même que les Palestiniens ne retiennent pas à un moment donné contre cette organisation le prix payé par les Palestiniens. Merci Laetitia et merci de terminer sur une interrogation parce que on la revisitera à la fin de cette première séquence, de ce premier tour de table. Alors Laetitia vient de braquer le projecteur sur le Hamas, mais Gaza abrite d'autres groupes armés et que vous connaissez bien, Elisabeth. Si vous pouviez aussi éclairer cet aspect du sujet, nous en serions très reconnaissants. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, pour poursuivre la discussion sur les attaques du 7 octobre, alors c'est vrai que Hamas n'était pas seul, que d'autres organisations ont pris part aux attaques du 7 octobre. Donc, on le sait, ça a été documenté comme le djihad islamique palestinien, mais il y avait aussi d'autres membres des factions locales du FPLP, par exemple, des comités de résistance populaire, mais aussi du Fatah, hein, des brigades des martyrs al-Aqsa notamment, et d'autres factions. Donc je ne vais pas forcément toutes les citer ici, mais donc c'est vrai que le Hamas a été le coordinateur principal de l'attaque, sans doute à son initiative, mais que ces attaques ont été encadrées en fait par ce qu'on appelle le comité de coordination de la résistance, qui est une sorte de chambre opérationnelle en fait des groupes armés et qui inclut une douzaine de factions différentes déjà depuis plusieurs années à Gaza. Et puis, il y a eu aussi d'autres formes d'engagement qui ont été plus ou moins organisées par des combattants, pas forcément affiliés, donc plutôt désaffiliés, qui se sont ensuite agrégés à l'opération. Et je pense que c'est pas rien de le dire et de le préciser aussi, parce que cette réalité-là des attaques du 7 octobre est importante pour penser l'évolution de la guerre et pour penser aussi toutes les dynamiques qui vont se dessiner maintenant.
Laetitia en parlait, le Hamas, alors aujourd'hui, et différents sondages le montrent en Cisjordanie, et puis c'est assez flagrant quand on connaît, est devenu encore plus populaire qu'il ne l'était. Alors même s'il ne faisait pas l'unanimité, il est aujourd'hui très largement populaire, notamment en Cisjordanie. Donc l'argument qui est tenu par la communauté internationale, comme quoi le Hamas ne représente pas la cause palestinienne, est quand même de plus en plus difficile à tenir, à mon sens, au fil de l'avancée de l'opération militaire israélienne et des destructions d'ampleur à Gaza. Je pense même que plus ça dure et plus les forces vont se radicaliser, ce qui fait aussi le jeu du Hamas d'une certaine manière, de ce qu'il en reste à l'extérieur de Gaza aussi, de la branche politique, et du résidu qui risque d'en rester aussi dans l'enclave. En tout cas, c'est une question qui mériterait, à mon avis, d'être discutée, et on verra avec les semaines et les mois passants ce que deviendra Hamas et sa popularité. En attendant, il réussit quand même à réimposer la lutte armée dans le logiciel de la résistance palestinienne, ce qui plaît aussi au groupe armé en Cisjordanie, hein, à d'autres factions armées, celles que j'ai citées, y compris les factions de l'OLP, différentes factions de l'OLP qui ont leurs équivalences en Cisjordanie, mais aussi les cellules de jeunes des affiliés qui se sont constituées ces dernières années dans les camps. Je pense notamment à Naplouse, à Jenin, mais aussi à Toul-Karem. Et ils réussissent à poser un dilemme quand même assez fort, quasi stratégique à l'autorité palestinienne et en l'occurrence à son leadership qui refuse de se réformer, qui refuse de penser l'après-Abbas et qui se doit de soutenir la résistance, mais qui en même temps ne peut pas aller trop loin parce qu'il est devenu trop dépendant d'Israël, certains diraient même une marionnette d'Israël. Donc, une autorité palestinienne qui est devenue très largement quand même une autorité policière et qui n'inspire confiance ni aux Palestiniens ni aux Israéliens. Ce que ça dit aussi, c'est que la scène politique palestinienne est en profond chamboulement, je dirais même en tiraillement en ce moment même, autour justement de l'avenir de l'OLP, autour de la question palestinienne, autour aussi de l'inclusion ou pas de l'inclusion du Hamas dans l'OLP, hein, puisqu'on sait que cette inclusion est poussée par certains au sein du Hamas. On les a entendus s'exprimer ces dernières semaines, comme Moussa Abou Marzouk par exemple, mais aussi par certains du Fatah. Hein. C'est notamment la position de Barghouti et d'autres, notamment de Rajoub ou Al-Qudwa. Mais quelle place va être faite aux Gazaouis? Est-ce que ces réflexions veulent dire qu'une partie du Hamas, en tout cas la branche à l'extérieur, politique à l'extérieur, estime que Sinwar et Mohamed Deif sont déjà considérés comme morts par la branche politique en exil et qu'il faut donc penser le jour d'après, l'avenir du mouvement après eux? Donc, qu'est-ce qui restera de la branche de Gaza? Quelle place elle va jouer? Là, on pourrait revenir aussi là-dessus. Hein. C'est aussi parce qu'elle a pris le dessus sur le Hamas ces dernières années qu'elle a pu monter, qu'elle a pu conduire cette opération. Quelle place aussi va être donnée à un nouveau leadership du Fatah? Donc, ce sont des questions qui restent ouvertes et qui sont débattues, celle de la future physionomie en fait de l'OLP et de la lutte palestinienne. Il me semble qu'en ce moment, il faut regarder du côté de Beyrouth, de Doha et du Caire pour comprendre ce qui est en train de se passer, les têtes qui sont en train d'émerger, les nouveaux arrangements qui vont pouvoir en sortir. Alors, parmi toutes les questions, est-ce que Israël sera prêt à discuter avec une OLP réformée? C'est toute la question. Une OLP qui intégrerait des Hamsawi, enfin des membres du Hamas qui n'auraient pas participé au 7 octobre? Probablement pas. Et pour le moment, en tout cas, la réponse, elle est catégorique, c'est non. Donc, ce qui pose aussi une autre question hein, qui découle de cette attaque qui n'est pas que le fait du Hamas, mais d'autres factions palestiniennes, qui est aussi cette fuite en avant militaire d'Israël à Gaza, parce que cette fuite en avant, visiblement, va prendre du temps, sans parler de ce qui se passe en Cisjordanie, qu'elle ne pourra pas éradiquer le Hamas, parce qu'on sait, parce que plus de 30 ans de lutte antiterroriste ont montré que ce n'était pas possible, pour de multiples raisons. Et ça pose aussi la question d'une forme de délocalisation aussi de la lutte palestinienne. Et de ce point de vue-là, il faut probablement regarder aussi ce qui se passe au Liban, notamment dans les camps, en dehors et auprès du Hezbollah, comment le mouvement chiite lui-même compose d'une certaine manière avec ces groupes qui soutiennent une posture beaucoup plus dure à l'égard d'Israël. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, nous reviendrons dans un instant justement à la partie israélienne que vous venez d'évoquer. Mais avant cela, j'aimerais demander à Jean-Pierre, auteur d'une somme sur Gaza,
comment est-ce que lui voit la situation. On reste encore à un moment dans Gaza avant d'élargir et de retourner le miroir vers Tel Aviv et Jérusalem. Quelle analyse fais-tu aujourd'hui de la situation à Gaza même? Oui, cher Christophe Jaffrelot, merci encore hein, de m'avoir invité à cet échange, mais merci aussi de m'autoriser de ne pas rester même à ce stade exclusivement à Gaza, hein. Aujourd'hui, on sait que la situation à Gaza est absolument épouvantable, hein, et qu'on est d'ores et déjà à des niveaux de destruction et d'exode qui dépassent la Nakba de 1948. Dans la grande tradition d'où tu parles, je voudrais dire que moi, le 7 octobre m'a saisi d'abord au rendez-vous de l'histoire de Blois, aux côtés de Pascal Horry, pour un débat sur l'Israël de Netanyahou. J'ai quand même aussi rédigé la seule biographie en français de Benjamin Netanyahou, et Sami Cohen m'avait fait l'immense honneur de la discuter aux séries. Et cette tragédie m'a saisi au moment où j'avais encore, croyais-je, quelques mois pour boucler. Et je vais tenir la limite qui m'est impartie, pas de souci hein, pour ce premier volet. Je ne dépasserai pas. Un livre qui s'appelait pudiquement Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, hein, et qui donc, plutôt que de faire la énième histoire qui a été déjà faite par bien plus érudits que moi, essayait de poser les trois raisons pour lesquelles Israël a gagné et les trois raisons pour lesquelles les Palestiniens ont perdu. Et évidemment, on peut considérer que je suis un peu focalisé, mais je crois que ma thèse tient la route, en tout cas face à cette commotion incroyable. Pourquoi? Parce que quelles sont les trois forces d'Israël? Donc tout ça va sortir, ah oui, j'ai oublié de le dire, au seuil début février. C'est pour ça que je n'ai pas vu beaucoup de jours ces derniers temps pour donc boucler en un mois un livre qui m'aurait demandé 6 mois de plus. La première des forces israéliennes pour moi, c'est que le sionisme a été chrétien avant d'être juif. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, hein, au-delà de Biden et de sa sympathie pour Israël, c'est que le sionisme chrétien a totalement pris le contrôle du Congrès, et la seule exception au lockout, c'est Israël, hein. La deuxième force historique du sionisme, à mon sens, c'est le pluralisme de combat. On voit bien qu'aujourd'hui, des gens d'horizons très divers, qui, il y a quelques semaines, manifestaient contre Netanyahou, sont aujourd'hui rangés dans l'impératif d'une guerre qu'ils considèrent légitime face à une menace perçue comme existentielle. Le troisième atout d'Israël, c'est l'effet accompli. Donc Israël ne dit jamais ce qu'il fera à la fin. Voilà, en tout cas la direction sioniste. Et on voit bien que sur Gaza, la question du jour d'après n'est jamais envisagée que de manière négative. Voilà tout ce qu'on ne fera pas. Et le fait de ne jamais dire ce qu'on fera, hein, a permis d'ores et déjà, Israël n'a jamais dit nous allons réduire la bande de Gaza à un champ de ruines. Mais on voit bien que c'est quand même ce qui se passe sous nos yeux, avec toutes les conséquences effroyables qui pourront en résulter. Quant aux trois faiblesses palestiniennes, elles sont malheureusement confortées et aggravées. La première, hein, et là je parle de l'ensemble du conflit, mais on voit bien que depuis le 7 octobre, ça ne se dément pas. C'est l'illusion arabe. Qu'a fait le monde arabe? Qu'ont fait les États arabes, pourtant signataires des accords d'Abraham, pour enrayer, faire pression? Rien, hein, ou plutôt moins que rien, hein. Les sommets arabes se sont contentés des déclarations habituelles, et c'est ainsi, et cela continuera ainsi, hein. À part le Qatar, aucun État arabe n'avait le moindre intérêt pour Gaza avant cette crise, hein. Il faut quand même le rappeler, hein. Quand on entend certains procès contre l'Europe et ses États membres. Le deuxième, c'est le factionnalisme. Là, on est au cœur de tout, hein. C'est-à-dire que la logique factionnelle est en train complètement de parasiter le projet national, quoi. Euh, nous ne sommes pas là pour qualifier en termes moraux ce qu'a perpétré le Hamas le 7 octobre, mais ce sera une tâche sur la cause palestinienne qui va durer très longtemps. Et cela, le Hamas l'a fait pour les intérêts du Hamas, hein, pour effectivement, comme ça a été très bien décrit par Laetitia Bucaille,
contester à l'OLP le magistère de la représentation palestinienne et s'imposer, comme Elisabeth Marteux l'a rappelé, aux différentes factions sous son autorité. Logique factionnelle. Hein, et après, la population de Gaza, l'avenir de la Palestine, c'est à l'évidence le cadet de leurs soucis. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire palestinienne, mais c'est vrai que là, le bilan est terrifiant. Et puis la troisième faiblesse palestinienne, mais là vous me permettrez de ne pas m'étendre, c'est le deux poids, deux mesures. On va dire pudiquement qu'il a atteint depuis le 7 octobre des sommets inégalés. Merci. Merci à toi, à vous, pour ces éclairages qui nous aident à comprendre effectivement les dynamiques à l'œuvre, les stratégies à l'œuvre du côté palestinien. Et je me tourne maintenant vers Samy pour comprendre aussi, éclairer aussi eh bien, la réplique, la réponse israélienne et la façon dont elle s'inscrit dans une démarche de plus longue haleine. Dans quelle mesure la réponse aux attaques du 7 octobre eh bien, ne marque pas une inflexion plutôt qu'une rupture? Dans quelle mesure on a de la continuité dans la stratégie mise en œuvre depuis maintenant bien des semaines? Samy. Oui, bonjour tout le monde et merci Christophe pour cette association à votre webinaire. Donc la question en fait que je voudrais poser et qui est posée en titre du webinaire, c'est quel but de guerre et donc quel but de guerre pour Israël? Et c'est relativement pas simple parce que en fait, on peut se demander de quel but on veut parler. Est-ce qu'on veut parler des buts politiques, des buts stratégiques ou des buts militaires tactiques? On ne peut pas les séparer purement et simplement parce qu'ils sont souvent enchevêtrés. Des buts tactiques peuvent avoir un impact sur les buts politiques et sur les buts stratégiques. Bon, essayons donc, cela étant, essayons de faire un peu clair. Je dirais que si on veut parler des buts de guerre, il faut rappeler d'abord le climat général en Israël le 7 octobre et après le 7 octobre. Bon, c'est un traumatisme profond de la population, non seulement des victimes, non seulement pour les victimes, mais pour la façon dont les assaillants palestiniens ont manifesté cette jubilation à achever, à violer. Ça, c'est quelque chose qui a traumatisé les gens au-delà même des victimes. Et donc, ça a été ressenti non pas comme une attaque simplement terroriste, on fait un boom, on tue, et ensuite on a une revendication politique. Là, c'est perçu, en tous les cas, comme une opération en fait, d'extermination. On tue le maximum de gens et peu importe qui. Et il y a aussi ce sentiment d'humiliation qui est très grand, ce sentiment d'humiliation de l'armée d'abord, qui n'a pas su protéger la population, ce sentiment d'humiliation de l'ensemble de la population qui se dit, mais comment ça, Israël, Tsahal, l'armée la plus puissante au Proche-Orient, n'est pas arrivé à bloquer une pareille opération? Bon, c'est donc dans ce climat qu'il faut essayer de comprendre les objectifs. Je pense qu'il faut distinguer les objectifs déclarés et les objectifs non déclarés. Les objectifs déclarés, ils sont évidents, je les rappelle simplement pour mémoire. Ça a été dit par Netanyahou, ça a été dit par le chef d'état-major de l'armée, par le ministre de la Défense, c'est détruire le Hamas. Moi, j'ai jamais compris ce que veut dire détruire le Hamas. C'est pas précisé parce que est-ce que ça veut dire détruire jusqu'à le dernier combattant ou c'est simplement mettre hors d'état de nuire, éviter que le Hamas ne puisse reproduire la même opération. Le deuxième objectif, rapatrier les otages, bien entendu. Et le troisième objectif, ça a été dit aussi, rétablir la sécurité. Là, je voudrais dire une chose, les Israéliens que je connais qui ont été atteints, qui vivent dans le pourtour de la bande de Gaza et qui ont été atteints directement, quand je lui ai posé la question à quelles conditions vous accepterez de revenir dans votre localité, il dit c'est pas une sécurité à 100% qu'on demande, c'est une sécurité à 300%. Ça veut dire vraiment l'environnement doit être complètement clean. Et moi, il me semble que les objectifs non déclarés sont peut-être plus importants que les objectifs déclarés. Les objectifs non déclarés, je dirais, le premier, c'est rétablir la dissuasion. La dissuasion dans la structure, dans la réflexion, la culture stratégique israélienne, c'est quelque chose de fondamental. L'existence d'Israël, c'est comme ça qu'en Israël c'est perçu, repose sur sa dissuasion militaire.
À partir du moment où la dissuasion militaire ne fonctionne pas, c'est l'existence même d'Israël qui risque d'être en danger. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le premier mot d'ordre, c'est rétablir la dissuasion. Que fait-on? Comment fait-on? C'est très simple. On tape très fort, on compte très fort, on fait comprendre qu'Israël ne tolérera pas une attaque de même ampleur. Donc, c'est vraiment la réponse disproportionnée. C'est quelque chose qui est assumé dans le discours des responsables militaires israéliens. Il y a aussi un message à passer, ce n'est pas le seul message à faire passer à l'égard du Hamas, il y a un message à faire passer à l'égard du Hezbollah. Le Hezbollah qui entretient une tension à la frontière entre Israël et le Liban, c'est faire passer un message. Si, si vous allez trop loin, votre sort sera identique à celui du Hamas. Et donc, il est très important dans l'esprit des stratèges israéliens et des politiques israéliens que cette attaque soit véritablement euh, d'une dimension disproportionnée. C'est absolument évident. Ensuite, il y a les objectifs de politique intérieure. Le fait qu'il y a une rupture de confiance entre la population et les dirigeants d'un côté, la population et l'armée. L'armée a tout intérêt à vouloir rétablir le contact, la confiance avec la population. Pour Benjamin Netanyahu aussi, Netanyahou est considéré par beaucoup de gens, peut-être par une majorité de gens, comme un des principaux responsables du fait de sa stratégie qui consistait à avoir un Hamas à Gaza et une OLP, une autorité palestinienne en Cisjordanie, et montrer de telle sorte que Israël n'avait pas avec qui négocier une solution politique, voire une solution à deux États. Et pour lui, il était vital de maintenir un Hamas, voire de laisser passer de l'argent, permettre aux Gazaouis de venir travailler en Israël. C'était une stratégie qui s'est complètement effondrée. Et les gens ne se sont pas trompés. Il a dévissé dans les sondages, et il est en chute libre. Aujourd'hui, il perdrait 20 députés des 60 députés, des 64 députés dont il dispose. Et pour lui, c'est vital de montrer à la population qu'il est le chef du pays qui va rétablir la dissuasion et remporter la victoire. Pour lui, c'est absolument évident. Il y a aussi un objectif, des objectifs peut-être de moins d'importance, mais qui sont liés, qui sont des objectifs tactiques, mais qui sont liés à la stratégie des bombardements massifs, c'est ne pas tomber dans le piège du Hamas qui consiste à, justement, ça a été rappelé donc je ne me souviens plus par lequel de mes collègues, c'est inviter Israël à frapper violemment, mais aussi faire rentrer l'armée dans Gaza, dans les ruelles, se battre et provoquer des pertes en grand nombre parmi les soldats israéliens. Et ça, pour l'armée israélienne et pour la société israélienne, c'est quelque chose d'exclu. C'est ce qui explique les bombardements. Depuis la deuxième intifada, à partir du moment où Israël a senti, les stratèges israéliens senti qu'on passait à autre chose, on n'était pas dans une guerre conventionnelle, mais dans une guerre asymétrique, ça a été, il y a une philosophie doctrinale qui a été élaborée, c'est que dans ce type de conflit, les soldats israéliens ne doivent pas prendre de risques pour épargner des civils. Ça, c'est quelque chose de totalement assumé. Et donc, ça, on le voit très bien dans Gaza. C'est très clair. S'il y a un sniper qui tire d'une maison, on n'en verra pas une équipe pour essayer de le dégommer. On envoie un obus de char, voire on détruit le bâtiment. Ça, c'est clair et net là-dessus. Et ce qu'il faut dire, c'est que la population israélienne soutient. Elle soutient très bien cette stratégie, très bien acceptée. L'idée, c'est qu'il faut en finir. Le Hamas, ras-le-bol, on ne va pas faire une énième opération de 3 semaines, un mois, il faut en finir. Je pense à Michael Walzer qui avait écrit dans les guerres justes et injustes que plus le sentiment que la guerre est juste et plus les États qui mènent cette guerre juste s'autorisent des moyens injustes. Et c'est un peu, je pense, l'état d'esprit des Israéliens qui disent on est dans une légitime défense et donc, en fait, tout nous est permis.
Et il y a bien entendu la question des otages. Comment détruire le Hamas et ramener les otages vivants? Ça, c'est un peu la quadrature du cercle, il faut le dire. Le Hamas a accepté à un moment la libération de 120 otages en échange de la libération de 300 otages palestiniens et d'une trêve de quelques jours. Et les deux parties ne se sont pas mises d'accord pour renouveler sa trêve. Ils sont en train de discuter actuellement. Peut-être que ça va se reproduire. Et puis, il y a le facteur temps, qui est très important pour Israël, parce que plus le temps passe, plus le nombre des victimes gazaouis s'accumule, et plus les pressions internationales les pressions internationales se sont fortes, essentiellement la pression des Américains. Les Américains sont très gênés parce qu'ils doivent montrer à leurs alliés arabes qu'ils ne peuvent pas autoriser tout et n'importe quoi, même s'ils soutiennent Israël dans sa légitime défense. Et donc là, je pense qu'il y a un élément qui explique les bombardements, c'est la volonté d'Israël d'aller vite, d'obtenir peut-être une reddition en tapant très fort et peut-être d'une certaine manière abréger la guerre, ce qui arrangerait très bien les Israéliens. Donc ça, c'est un peu le côté politico-militaire. Et pour terminer, je dirais que en ce qui concerne les objectifs à long terme, ça, ce sont des objectifs militaires, mais ce ne sont pas des objectifs de sortie de conflit. Qu'est-ce que veut Israël concernant l'avenir? On ne le voit pas très bien. Netanyahou ne s'exprime pas là-dessus. Il a dit très clairement, il a simplement laissé entendre qu'il souhaiterait que dans Gaza, il y ait des zones tampons, des zones démilitarisées, mais il s'abstient bien d'entrer dans le processus de l'après-conflit, voire de la solution du conflit. Pour une raison très simple, c'est que il écarte toute possibilité, toute option de retour ou en tous les cas, du retour de l'autorité palestinienne dans Gaza, elle y était, elle en a été chassée. Et il est exclu pour ne pas avoir à négocier une solution politique qui conduirait à accepter l'existence d'un État palestinien à côté d'Israël. Donc, de ce côté-là, pour l'instant, l'horizon est complètement bouché. Moi, ce que je vois, c'est une période de chaos à la fin des opérations militaires, à condition véritablement qu'Israël réussisse à réduire considérablement le potentiel militaire du Hamas. Je vois une occupation relativement prolongée du territoire avec une tentative de sécuriser parce que le Hamas n'aura pas disparu comme ça. Il y aura des quantités, des centaines, voire peut-être des milliers encore de combattants qui vont se fondre dans la population et qui pourraient ressurgir pour harceler les forces israéliennes. Voilà, donc je termine sur une note relativement pessimiste, mais peut-être qu'on pourra revenir sur cette question. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les quatre de ce premier tour d'horizon qui nous a permis de voir eh bien, les stratégies mises en œuvre des deux côtés. Mais il est clair que cette guerre, elle est à l'interface de dynamiques internes et de dynamiques externes. Et vous avez les uns et les autres évoqué des acteurs extérieurs. C'est inévitable. Il y a un moment où il faut à chaque fois les mentionner. C'est à eux qu'on va s'intéresser maintenant dans un second temps pour essayer de voir en quoi est-ce que ben, les acteurs régionaux, les acteurs internationaux en général, pèsent, ont joué un rôle. En quoi est-ce que finalement cette guerre change la donne au Moyen-Orient? Jusqu'où est-ce qu'elle rebat les cartes? Il y a des acteurs que vous avez mentionnés, parfois rapidement, comme l'Arabie Saoudite, d'autres qui n'ont pas encore été vraiment évoqués, comme l'Iran. Bref, est-ce que vous pouvez, chacun à votre manière, chacune et chacun à votre manière, rétablir, enfin resituer plutôt cette guerre dans un contexte régional et international pour compléter le paysage en quelque sorte, pour continuer de dresser le décor? On repart avec toi, Laetitia, pour ce genre de questionnement. Si tu veux. Euh, Écoutez, on est un peu, en tout cas,
à la croisée des chemins aujourd'hui, parce que c'est vrai que les régimes arabes sont restés dans l'ensemble relativement prudents et doivent gérer des opinions publiques euh, qui regardent la télévision qatari, qui regardent Al Jazeera, donc qui sont témoins de ce qui se passe à Gaza et qui sont donc quand même euh, très très euh, sous pression parce que elles savent, enfin ces gouvernants savent que la question palestinienne euh, peut avoir des répercussions sur leur opinion publique, sur les facteurs, enfin les mouvements de contestation. Donc en tout cas, il y a une ligne rouge qui a été tracée, je crois que ça a été dit assez clairement hein, par l'Égypte et par la Jordanie notamment, dire il est absolument inacceptable, inenvisageable euh, de procéder à des transferts de population, hein, de chasser. Alors, on sait déjà que il y avait déjà cette pression pour que les Gazaouites franchissent Rafah et aillent en Égypte, dans le Sinaï. Donc ça, c'est absolument, ça a été bien défini comme inenvisageable. Et puis, parce que, mais c'est pas seulement la Jordanie et l'Égypte qui sont concernés, parce qu'au fond, les autres pays savent bien que si les Palestiniens devaient à nouveau s'exiler, finalement, ils se rapprochent, le front se rapproche. Le front, possiblement militaire, se rapproche d'eux, puisque des Palestiniens qui seraient à nouveau déplacés, et après les événements qui se sont produits, après tout, ça pourrait être d'autres guérilleros demain, d'autres facteurs d'instabilité. Euh, donc là, il y a quand même s'il n'y a pas un, on ne peut pas dire que les pays arabes dans leur ensemble, enfin, il faudrait revenir dans le détail sur chacun d'entre eux, mais on ne peut pas dire que les pays se soient précipités au secours des Palestiniens. Cela dit, là, les déplacements de population, une nouvelle Nakba, c'est quand même quelque chose que là où les sirènes ont été enclenchées sur cette question-là. Merci. Elisabeth, sur la dimension internationale ou régionale seulement, si vous préférez. Oui, bon, déjà, beaucoup de choses ont été dites par Laetitia. Finalement, c'est vrai que dans la région, on voit réémerger des lignes de fracture, en fait, assez classiques. En tout cas, aujourd'hui, post-Abraham, il y a ceux qui sont plus en phase que d'autres avec leurs opinions publiques. Je pense notamment aux Tunisiens, aux Algériens, qui sont beaucoup plus en phase, en fait, avec leurs opinions que les autres, que ceux qui ont signé. Et je pense notamment au Bahreïn. Donc après, ça dépend aussi de la composition nationale, mais certains dirigeants sont quand même plus en difficulté que d'autres. Donc ça dépend s'ils sont en phase ou pas avec leur population sur la question palestinienne. Ça dépend s'ils ont des opinions publiques ou pas aussi. Hein. Elles ne s'expriment pas toutes de la même manière selon les pays, que ce soit le Golfe ou le Levant. Et ceux qui sont concernés au premier chef ou pas. On sait très bien que les pays du Golfe sont beaucoup plus éloignés de la question palestinienne, hormis Koweït pour des questions historiques, pour avoir accueilli l'OLP, mais plus éloignés que l'Égypte, la Jordanie, Liban, Syrie, enfin que ceux qui sont concernés directement par l'accueil des réfugiés palestiniens, et c'est historique. Donc ça trace un petit peu les différences dans la région. Tous ont été effectivement très allants dans le discours, dans la rhétorique, dans le narratif, mais au final n'ont pas pris de décision claire vis-à-vis d'Israël, et on l'a très bien vu lors de la dernière réunion de la Ligue arabe, où ils ont été incapables de sortir de positions fermes et un consensus durci sur la question. Et quant à l'Iran, finalement, c'est tout le propre en fait de l'Iran, et de pouvoir bénéficier de partenaires affidés, relais d'influence dans la région, en les laissant ça participe de sa profondeur stratégique, et les laisser agir avant pour protéger la République islamique, parce que l'objectif, c'est quand même ça, c'est d'abord de protéger la République islamique. Donc, Téhéran ne va pas se mettre en danger pour la cause palestinienne, absolument pas. Donc, sa propre réponse est mesurée et laisse faire les partenaires. Et puis, les Saoudiens qui, eux, se sont lancés depuis quelques années maintenant dans une relation d'apaisement avec l'Iran. Hein, on l'a vu signer en grande pompe à Pékin de manière très orchestrée.
Donc, ils n'ont pas envie non plus d'un embrasement régional. Donc, on voit bien que tout le monde est un petit peu mal à l'aise avec cette question, qui a certes un soutien à la cause palestinienne, mais que la cause palestinienne, ça ravive aussi des vieux souvenirs. C'est les souvenirs de déstabilisation, de répression très dure de la part des régimes arabes dans la région. Donc, il y a tout ça qui remonte aussi avec la cause palestinienne. C'est ça que je faisais aussi le lien avec le Liban, parce que c'est aussi ça, ce sont les logiques factionnelles, y compris au Liban, et tout ce qui peut repartir en termes de conflits intérieurs. Les deux pays, à mon avis, qui vont être intéressants à suivre aussi dans les prochaines semaines, c'est Qatar, bien sûr, qui avait été mis au banc dans la rupture des liens avec ses voisins du Golfe, qui redevient central dans cette question israélo-palestinienne et qui pourrait revenir très important aussi dans d'autres pays, euh, et l'Égypte. On voit bien aussi qu'il est incontournable dans le règlement de cette question enfin, dans le règlement, comme médiation ou disons comme courroie de transmission de messages, en tout cas, sur le dossier israélo-palestinien. Quant à la communauté internationale, elle est effectivement, et ça l'a été dit, hein, elle est extrêmement divisée, ça va bien au-delà de ce qu'on appelle l'Occident. On le voit même au sein des BRICS. Ça, c'est un point intéressant. On le voit avec l'Inde, la Russie et autres pays qu'on appelle de ce fameux Sud global aujourd'hui, qui divise toute la communauté internationale. Parce que question nationale, question identitaire, mais aussi ce pragmatisme de stabilisation avec des États comme Israël. On l'a vu avec des gros projets d'infrastructure dans le Golfe qui partiraient d'Inde en passant par le Golfe et Israël pour relier l'Europe. Tout ça, finalement, est remis en question. Tous ces grands projets économiques sont remis en question aujourd'hui aussi par la réalité, en fait, par le terrain, par ce qu'est le Moyen-Orient aujourd'hui. Jusqu'au canal de Suez qui n'est plus aussi facilement praticable qu'auparavant, Exactement. même si c'est une question annexe. Alors, il y a un grand acteur que vous avez mentionné, mais qu'on pourrait maintenant décrypter plus en détail, ce sont bien sûr les États-Unis. Et tu l'as dit, Jean-Pierre, le deux poids, deux mesures, tu n'as pas épilogué. On le voit notamment du point de vue des États-Unis. Comment est-ce que tu analyses l'évolution, timide peut-être encore, mais naissante, de la position américaine vis-à-vis de cette guerre? Et puis, il y a la question de la diaspora qui se pose aussi, et principalement aux États-Unis, mais au-delà, éventuellement jusqu'en Europe. Est-ce que ce sont des acteurs qui peuvent euh, encore évoluer et influencer la marche du conflit? Cher Christophe, ce que je voilà, constate, alors là, peut-être plus comme historien que comme praticien des sciences politiques, c'est que si on met de côté le conflit fondateur, hein, le conflit de 48, qui est à la fois israélo-arabe et israélo-palestinien, les conflits israélo-arabes sont relativement courts, très violents, très meurtriers, mais courts, alors que les conflits israélo-palestiniens, ils perdurent, ils se prolongent tant qu'il n'y a pas une forme d'intervention internationale. En 1982, si Israël ne se retrouve pas dans la situation où elle a désormais placé ses soldats à Gaza, si elle ne s'y trouve pas à Beyrouth, c'est parce que François Mitterrand organise l'évacuation de Yasser Arafat et des fédayines de l'OLP. En 1993, la fin de la première intifada, ce sont les accords d'Oslo. Donc c'est une sortie par le haut. C'est d'ailleurs la seule des 15 guerres de Gaza que j'ai recensées où la victoire militaire israélienne ne s'accompagne pas d'une défaite politique, qui est une sortie par le haut, par le processus donc israélo-palestinien. En revanche, 2000-2005, la fin de la deuxième intifada, c'est le retrait unilatéral de Gaza qui crée très exactement les conditions de la confrontation actuelle par un Paris de Sharon, qui connaît bien Gaza pourtant, hein, qui avait mené la lutte anti-insurrectionnelle en 1971, que le Hamas pourra être un peu enfermé tel le génie dans sa bouteille à Gaza. On a vu le résultat. Donc, les États-Unis, bon, je l'écris de nombreuses fois, ont abdiqué leur volonté d'assumer un processus de paix au Moyen-Orient. C'est ainsi, on peut le regretter sur tous les tons, ils n'y reviendront pas, hein.
Donc il y aurait un boulevard pour l'Union européenne, hein, si elle n'était pas divisée comme on le sait, parce que s'il y a quelque chose dont le Moyen-Orient a besoin, dont les Israéliens et les Palestiniens ont besoin, c'est de prévisibilité, de normes, d'un cadre institutionnel, hein, que l'Union européenne serait justement à même d'apporter, hein. Donc là, il y aurait une occasion historique. On voit bien que la Chine est incapable de de produire ce type de médiation, hein. La réconciliation irano-saoudienne lui a été apportée en paquet cadeau à Pékin en mars dernier. Elle n'a absolument rien fait pour l'accompagner depuis. Elle n'a pas l'ingénierie, hein. L'ingénierie diplomatique, c'est important, hein. Un processus de paix a besoin de personnes qui l'accompagnent, qui le mettent en œuvre, hein. Moi, ça me fait désolé de pontifier, c'est le privilège de la barbe blanche, crois-je, hein, mais ça fait quand même maintenant voilà, une bonne douzaine d'années que je dis que, il n'y aura pas de processus de paix si on ne commence pas par Gaza. Sinon, c'est la guerre qui éclatera à partir de Gaza. Voilà, c'est ainsi, hein. Donc on a cru que Gaza était une variable d'ajustement, ben, il faut remettre Gaza au centre, hein. Et tout le monde connaît, hein, ce que ça implique par rapport à la représentation palestinienne, par rapport... voilà. Gaza, il n'y a pas de colonie, les frontières ou les lignes de cessez-le-feu sont connues, voilà, il n'y a pas d'enjeu symbolique, donc on peut commencer par là, hein, si on veut commencer, hein, voilà. Donc l'Europe aurait un boulevard alors qu'on voit très bien que ce qui se profile, c'est plutôt un immense camp de réfugiés qui s'appellerait la bande de Gaza, avec des infrastructures totalement détruites. Et on demandera aux bailleurs de fonds de financer cette catastrophe pendant un temps donné, qui risque de durer pendant très très longtemps, et que, bah, comme toujours, hein, qui sont les plus généreux, ce sont les Européens, hein, ce ne sont pas les autres. Allez, et sinon, je voulais juste insister sur le grand gagnant de cette crise, c'est évidemment Vladimir Poutine. C'est évidemment Vladimir Poutine, hein. Et comme toujours, Vladimir Poutine gagne sans rien faire, hein. En Syrie, il a gagné parce que Barack Obama n'a pas mis en œuvre sa ligne rouge. Et là, il gagne parce que les Occidentaux, pour parler simplement, parce que c'est ça son problème, hein, avec l'Ukraine, son problème, c'est les Occidentaux, sont dans une contradiction absolument éclatante entre ce qu'ils disent et ce qu'ils défendent sur l'Ukraine et ce qu'ils disent et ce qu'ils défendent sur Gaza, hein. Donc, il n'a pas à faire grand-chose, il a juste à attendre, et ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas le sert, et le sert évidemment avant tout sur le terrain ukrainien. Je rappellerai quand même que Netanyahou et Poutine sont très liés, hein, qu'il y a sans doute beaucoup plus vraiment de communauté d'esprit entre Netanyahou et Poutine qu'entre Netanyahou et Biden. D'ailleurs, tous les deux misent sur le retour de Trump à la Maison-Blanche, hein. Et je crois qu'à partir du moment où voilà, on est quand même le 18 décembre, on se rend compte que voilà, on s'est tous habitués à ce que ça dure à Gaza, alors qu'on croyait au début que ce serait extrêmement brutal, mais relativement limité dans le temps. Bon, mais il faut savoir que maintenant, les scénarios qui sont envisagés, ils vont allègrement jusqu'à l'élection américaine, hein, et que si cette élection américaine ramène Trump, eh ben pour Netanyahou, Poutine et quelques autres, évidemment, c'est la meilleure nouvelle du monde, et pour quand même les peuples concernés, ça sera assez difficile à vivre. On peut effectivement resituer cette séquence dans la montée des hyper-nationales populistes qui, à travers le monde, finissent par former une internationale d'un genre nouveau. Alors, si on a ainsi planté en quelque sorte le décor, cette fois d'un point de vue international, la question que j'aimerais te poser, Samy, c'est en Israël, comment voit-on la façon dont le monde regarde la guerre? Est-ce que d'éventuelles pressions sont redoutées? Est-ce que le blanc-seing occidental, c'est un pari qui tient? Bref, quelle est la perception des regards et des stratégies que les autres acteurs déploient par rapport à cette guerre? Euh, pour répondre à ta question, je dirais que
les Israéliens, un peu toutes tendances confondues, sont d'abord extrêmement reconnaissants à Biden pour avoir d'emblée affirmé et mis en garde indirectement, sans le nommer, l'Iran, sans les nommer, l'Iran et le Hezbollah, de ne pas s'impliquer dans ce conflit et en déployant des porte-avions, deux porte-avions et un sous-marin nucléaire. Ça, vraiment, ça a été extrêmement. Ça a été vécu comme un soulagement, ce qui permettrait à Israël de s'occuper du Hamas sans avoir en plus s'occuper d'une guerre plus générale. Bon, et donc, mais tous les problèmes ne sont pas résolus par rapport aux États-Unis, parce que les Américains, quand même, ils ont des intérêts au Proche-Orient qui ne se limitent pas à Israël. Ils ont, et pour Biden, qui va se présenter bientôt à des élections, il faut montrer qu'il a réussi à franchir ce cap en préservant les intérêts des États-Unis. Les intérêts des États-Unis, ça veut dire les intérêts dans le monde arabe, les intérêts de la paix au Proche-Orient. Et manifestement, il y a des pressions insistantes auprès d'Israël pour que les Israéliens, disons, aient la main un peu moins lourde dans leurs attaques dans la bande de Gaza. Ça a été dit et répété. Je crois que Anthony Blinken est allé en Israël et l'a dit publiquement et souhaitait qu'il y ait moins de civils, en tous les cas les civils soient épargnés. Et donc il y a un véritable souci. La question est de savoir à quel moment est-ce que Biden, à quel moment est-ce que, et vraiment, est-ce qu'il pourrait, Biden, est-ce qu'il pourrait dire aux Israéliens, écoutez, là, il faut arrêter. Je ne sais pas comment. C'est une séquence très difficile parce que dire à Israël d'arrêter et le contraindre, c'est vraiment couper tout l'approvisionnement des munitions qui est en train actuellement de se dérouler. Les États-Unis approvisionnent Israël en munitions autant qu'ils veulent pour mener la guerre des obus, des missiles et tout ce qu'ils veulent. Bon, et donc, est-ce qu'il est capable de prendre un moment une décision et à partir de ce moment-là, si vous n'arrêtez pas, moi, je coupe le robinet des armes. Je ne sais pas s'il peut le faire parce que c'est une décision à double tranchant. Et il peut voir une partie de l'opinion publique américaine, la communauté juive, les évangéliques, etc., se mobiliser massivement contre lui. Donc, il est dans une situation qui n'est pas évidente dans ce cas. N'est-on pas toujours, en ce qui concerne les alliés occidentaux et comment les Israéliens les voient, bon, les alliés européens, enfin les pays européens et la France notamment, euh, il faut dire clairement, c'est des acteurs qui ne comptent pas en Israël. Ils comptent à partir du moment où ils apportent un soutien à Israël, mais pas s'ils s'inscrivent contre. Ils ont été très touchés que des représentants de l'Union européenne viennent d'emblée manifester leur solidarité, que Macron soit venu avec des déclarations un tout petit peu tonitruantes, mais il était très touché dans les premiers jours de ces manifestations de soutien, de solidarité. Maintenant, au-delà, qu'est-ce que veut l'Europe? C'est pas évident. Catherine Colonna était en Israël hier et ce matin encore, je crois, en tous les cas hier, et elle a déclaré qu'elle souhaitait vivement qu'Israël déclare un cessez-le-feu prolongé dans le temps. Ben, prolongé dans le temps, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que le Hamas a gagné. Le Hamas a gagné la guerre. Certes, il a perdu des hommes. Certes, il y a eu des destructions, mais ça, c'est le dernier de ses soucis. Et il survit. Il survit et continue à contrôler la bande de Gaza. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, les, les demandes européennes, les demandes notamment de la France, à mon avis, ne seront pas exaucées. Et en même temps, il n'y a pas véritablement d'animosité parce que il y a eu des manifestations de solidarité, de sympathie. Je voulais simplement rappeler, je n'étant pas
spécialiste du monde arabe, on n'a pas parlé des Houthis. Je ne connais pas très bien le contexte socio-politique et géopolitique dans lequel les Houthis se sont structurés, développés, organisés, mais manifestement, ils deviennent un acteur de plus en plus important, notamment dans toute la région sud-est d'Israël, en menaçant à la fois des navires israéliens et même d'autres, en tirant des missiles qui ont été interceptés d'ailleurs par la, par la marine américaine une fois, une deuxième fois par la marine française, mais ils sont capables, disons, d'entretenir une tension dans le flanc sud-est d'Israël et de perturber sérieusement la navigation maritime dans les eaux où ils peuvent plus ou moins causer des dégâts à la navigation. Et je terminerai sur la question du déplacement des populations que Laetitia Bucaille a évoqué. Moi, je pense il faut pas confondre le fantasme et la réalité. Le fantasme de beaucoup d'Israéliens, surtout d'extrême droite, de droite, d'extrême droite, c'est allez, il faut s'en débarrasser, et qu'ils partent, qu'ils aillent en Égypte, qu'ils aillent en Turquie, qu'ils aillent où ils veulent, mais on n'en veut plus qu'ils aillent. Bon, ça, c'est le fantasme. Et ils se disent, mais de cette façon-là, on a résolu le problème de Gaza, c'est terminé. Oui, mais il faut avoir les pieds sur terre. Aller, partir où? En Égypte. Encore faut-il qu'il y ait des pays qui les accueillent, qui veulent les accueillir. L'Égypte a d'ores et déjà dit clairement qu'elle s'opposait à un pareil transfert de population. La Jordanie l'a dit aussi clairement. C'est quelque chose avec lequel, c'est un fantasme avec lequel on peut jouer, mais dans la réalité, ça me semble une idée à l'état actuel un tout petit peu farfelue. Merci. Alors, nous avions prévu, et nous allons le faire, de conclure cette première heure par euh, des formes de prospective et essayer d'imaginer quelles seraient les conditions de sortie d'une telle guerre, quelle vision de l'avenir, à quelles conditions une négociation vous paraît possible. Merci de répondre à ces questions assez rapidement. Et pendant ce temps, j'invite tous ceux qui souhaitent poser une question, faire un commentaire, à utiliser la boîte questions-réponses pour que nous consacrions la dernière partie de ce webinaire à vos questions et à vos commentaires précisément. Sur les étapes qui peuvent conduire à des formes de sortie de guerre, quelles seraient, on reprend notre tour d'écran, Laetitia, les conditions que tu verrais nécessaires à réunir? Oui, je pensais peut-être évoquer les scénarios possibles Oui, d'après. tout à fait. Euh, bah, j'en vois trois, peut-être que je manque d'imagination. Euh, le premier, ça serait finalement un retour à une situation ex ante, enfin, celle qui précédait plus ou moins au 7 octobre, évidemment pas tout à fait sous la même forme, mais en tout cas euh, dans les lignes suivantes, c'est-à-dire une question palestinienne, un conflit israélo-palestinien qui ne serait absolument pas réglé, et une situation de ni guerre ni paix, euh, voilà, qu'on gérerait de manière comme ça indéterminée, enfin pour une durée indéterminée, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Euh, bah, un deuxième scénario, bien sûr, ça serait le retour à la table des négociations. Alors, se pose effectivement la question des acteurs, hein. Elisabeth Marteau en a parlé tout à l'heure, notamment du côté palestinien, mais aussi du côté israélien. C'est-à-dire, d'un côté, les acteurs palestiniens sans doute pourraient être trouvés, mais encore faut-il qu'ils soient acceptés par la partie israélienne et par la communauté internationale. Il faut aussi qu'il y ait un acteur palestinien, israélien qui veuille
rejoindre la table des négociations. Donc se pose quand même la question de qui peut incarner euh, ces négociations. Bon, mais j'ai du mal à voir sur quoi ça pourrait déboucher, parce que bien sûr, la communauté internationale revient sur cette solution à deux États, mais dont on sait qu'elle est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Alors, bon, certes, on peut toujours dire qu'il existe un État palestinien et puis n'avoir au fond que le nom d'État palestinien. Et puis, je sais pas, avoir peut-être voilà, des défilés et des plumes, mais pas grand-chose d'autre, voilà, qui resterait bien sûr sous un contrôle israélien assez fort. Mais bon, ça semble quand même un petit peu lointain. Ça dépend aussi effectivement de ce qui va se passer aux États-Unis côté des élections, comme ça a été dit par Sami Cohen, je crois. Euh, et puis, ben, le troisième scénario, c'est-à-dire que le fantasme de la droite, de l'extrême droite israélienne, bien sûr, chacun ici ne souhaite que ça soit seulement un fantasme, mais on voit quand même des choses qui ont énormément progressé depuis des années, voire des décennies, qui paraissaient tout à fait incongrues et qui se sont réalisées. Donc, bah, le rêve de l'extrême droite, c'est quand même voilà, l'annexion de la Cisjordanie et puis bah, Gaza, je sais pas, partager, le dépecer entre des zones de sécurité et puis une petite zone où les Palestiniens s'entasseraient. Et finalement, les Palestiniens auraient le choix entre l'exil, alors un exil pas forcément comme celui qui s'est produit en 1948, mais quand on produit des conditions d'existence impossibles, bah, ça produit quand même des départs. Donc le choix des Palestiniens pourrait être celui euh, de voilà d'arbitrer entre l'exil et la soumission totale, la soumission à Israël. Bon, la manière dont les prisonniers palestiniens sont traités aujourd'hui. Enfin, le régime s'est beaucoup durci depuis que Ben Gvir est devenu ministre, mais laisse augurer cette forme voilà, de joug extrêmement fort qui pourrait peser sur les Palestiniens. Merci Laetitia. Jean-Pierre, avant que tu ne nous quittes, ces trois scénarios de Laetitia sont-ils ceux que tu envisages aussi? En as-tu un quatrième? Je ne me permettrai pas d'en rajouter un. Ils ont été présentés avec beaucoup de clarté. Moi, je redirais juste une évidence qui, quand on travaille sur Gaza, était souvent oubliée. Il faut commencer par Gaza. C'est-à-dire qu'on voit bien que on a trop souvent fait beaucoup de plans sur la comète à l'extérieur, et les deux acteurs ne sont pas capables d'arriver à un règlement seul. Ce règlement doit être imposé par une entité extérieure qui, pour moi, ne peut être que l'Union européenne, l'Amérique ayant abdiqué et la Russie et la Chine étant aux abonnés absents quand ils ne sont pas du côté des profiteurs de guerre. À partir de là, tout le monde connaît les paramètres d'un règlement, tout le monde connaît ce qu'on ne veut pas voir entraver un tel règlement, et les événements parlent d'eux-mêmes. Merci encore et désolé de vous quitter avant la fin de ce webinaire. Merci encore. Merci à toi, Jean-Pierre. Elisabeth et Samy, sur ces scénarios, avant qu'on ne passe aux questions qui s'accumulent maintenant dans la boîte questions-réponses. Alors, je pense qu'ils ont tout dit. Il faut effectivement distinguer les scénarios. Et puis là, ceux qui ont été présentés, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai un penchant quand même pour celui de ni guerre ni paix, celui du pourrissement, de l'enlisement, c'est-à-dire une lutte antiterroriste sans fin, qui mène aussi à une gouvernance totalement atrophiée de la bande de Gaza. Et ce scénario-là ne peut être qu'un scénario qui mène à plus d'insécurité, d'instabilité et de violence contre Israël, parce que tout résidu de groupes armés, et il y en aura, et les nouveaux qui émergeront peut-être derrière, de toute façon, reprendront la lutte à un moment donné avec ce qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont. Donc, c'est sans fin. Et tout ce qui est envisagé d'autre, retour de l'autorité palestinienne, forces multinationales, tout ça est illusoire. De toute façon, si
les conditions ne sont pas là, ne sont pas propices à une gouvernance politique sereine et sécurisée. Donc, les conditions de sortie de crise, je pense qu'effectivement, on les connaît, ça a été bien dit, elles ne sont pas révolutionnaires. Par contre, il faut s'autoriser à les envisager. Et en fait, plus le conflit dure, plus c'est difficile et plus, à mon avis, les conditions de sortie de crise moins difficiles. Ce que je veux dire, c'est que dans des conflits de crise qui durent, on finit souvent par négocier finalement avec des groupes de plus en plus radicaux. Ceux avec qui on ne voulait pas parler, c'est ceux avec lesquels, au final, avec qui on est obligé, on est contraint de discuter parce que finalement, il y a aussi une mainmise sur la lutte nationale. Voilà. Ce que je crains aussi, c'est quelque part un scénario à l'Afghan où les Américains ont fini par négocier avec les talibans. Vous voyez, il y a un moment où on pousse de toute façon et en face de soi, on n'a plus que des forces radicalisées. Ce serait quand même terrible d'en arriver là, de n'avoir que ce choix-là. Voilà. Merci, Elisabeth. Samy, avant qu'on ne passe aux questions. Je reviens un peu à ce que j'avais dit dans mon exposé introductif, à savoir le pessimisme très grand en ce qui concerne l'avenir, en tout cas que je ressens personnellement, lorsqu'on essaie de voir comment évolue et comment a évolué et comment évoluera la société israélienne. La situation était déjà très complexe avant le 7 octobre. Parce qu'en fait, en Israël, on ne parlait plus de la solution à deux États. C'était devenu un non-sujet de débat. C'était terminé. Euh, Avec le 7 octobre, vous avez, vous- il n'y a- les rares voix qui parlaient en faveur de la paix ne s'expriment plus. Elles n'osent plus s'exprimer. Elles disent, bah, on- on n'a plus, on ne peut plus rien dire là, sur le sujet. Vous savez, les attentats suicides de la deuxième intifada avaient radicalisé la société israélienne, l'avaient clairement déportée à droite. Je crois qu'actuellement, ce sera encore pire. Comment voulez-vous que des gens qui ont subi une pareille attaque le 7 octobre acceptent de négocier avec le Hamas? Non, mais même les autres. Je voulais rappeler qu'il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près, a été réalisé un sondage sur l'opinion publique palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et ce qui ressortait, c'est que dans les deux sous-populations soutenaient et approuvaient l'attaque du 7 octobre à une forte majorité. Dans ce cas, les Israéliens qui voient un pareil sondage se disent, mais très bien, mais comment voulez-vous qu'on puisse négocier avec des gens qui acceptent qu'on puisse massacrer des civils? Ça paraît totalement improbable. Ensuite, je dirais une chose. Bon, que se passera-t-il s'il y a des nouvelles élections et que Benjamin Netanyahu perd des élections et qu'arrive au pouvoir un centre droit comme Benny Gantz, qui est plus ouvert, plus compréhensif des contraintes internationales? Il faut un personnage d'une autre envergure que Benny Gantz pour affronter et porter un projet politique qui permettrait à la société israélienne d'accepter de négocier avec les Palestiniens. Non, il faut un surhomme et de toute façon, il faut quelqu'un qui accepte d'affronter les colons qui aujourd'hui sont minoritaires en Israël. Il ne faut pas oublier, c'est très peu de gens, mais c'est une minorité de blocage. Il sera très difficile de restituer des territoires sans avoir l'opposition violente des colons contre tout projet de restitution de la Cisjordanie. Merci, merci à vous quatre. Vous n'êtes plus que trois, mais on remercie bien sûr Jean-Pierre pour cette première séquence. On rentre maintenant dans celle des questions-réponses et nous avons une demi-douzaine de questions déjà en lice. La première posée par Nathalie Duclos est celle-ci. Comment suivre et analyser les événements dans la bande de Gaza compte tenu de la situation de non-accès au terrain? Alors, non-accès au terrain, c'est le nom d'un groupe de travail de la FSP, car euh, savoir ce dont on parle en y allant nous-mêmes, c'est quand même de bonnes méthodes, mais ce n'est pas toujours facile, et là, ça devient évidemment très difficile, voire impossible. Donc, c'est une question pour tous ceux qui, comme vous, ont des capteurs. Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'en tant que chercheur, on travaille dans un contexte comme celui-ci? Et j'ajouterais une question
liée à celle-là. Quelle est la situation? Celle-ci est plutôt pour Samy, les deux premières étant plutôt pour Elisabeth et Laetitia. Comment nos collègues israéliens vivent cette guerre dans les universités de Jérusalem, de Tel Aviv, d'Haïfa? Sur la première question, Laetitia, Oui, Elisabeth? mais je dirais d'ailleurs que enfin, le problème de l'accès au terrain, notamment à Gaza, Jean-Pierre Philus soulignait l'importance de Gaza, j'en suis tout à fait convaincue également. C'est-à-dire, au fond, le fait qu'on ne puisse pas suivre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis le blocus, en fait, les chercheurs ne peuvent pas aller dans la bande de Gaza. Donc, euh, je pense que les, 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 les personnes qui ont travaillé sur la société palestinienne euh, voilà, n'ont pas eu l'occasion de voir ce qui se passait à Gaza depuis à peu près 15 ans. Et ça explique aussi hein, une partie de la surprise, même si c'est pas parce qu'on aurait interviewé forcément des gens, des gouvernants du Hamas à Gaza qu'on aurait pu anticiper ça. Mais je veux dire, il y a un côté là, enfermement et terrain inatteignable qui effectivement nous affecte en tant que chercheurs, mais affecte aussi voilà, les protagonistes sur place, coupés dans une grande mesure du monde extérieur, et nous, de notre terrain de recherche, bah, comment on fait bah, quelques contacts sur place, enfin, même si moi j'ai pas eu énormément de contacts à Gaza, mais bah, il y a tout un tas de... Bon, bah, il y a Al Jazeera, euh, et puis il y a tout un tas de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Hmm. Il y a aussi quelques rapports, quelques déclarations des organisations humanitaires. Euh, voilà. Mais, Hmm. mais bien sûr, c'est très insatisfaisant. Ouais. Merci. Elisabeth? Oui, mais c'est ça, c'est on croise. Alors, voilà, soit on a encore quelques contacts, des connaissances qui ramènent un petit peu de ce qu'on ressent du terrain, et puis après, on recoupe les informations avec d'autres chercheurs aussi qui ont parfois beaucoup plus d'accès que nous parce que du fait de leurs recherches, ils ont entretenu. Ou alors, on travaille à partir de l'extérieur. Ça se fait sur beaucoup de terrains en guerre, hein. Finalement, on tourne autour. Donc, on tourne autour du terrain et on recroise les informations avec ceux qui sont en exil, avec les diasporas, avec les ONG, parce qu'elles, elles ont accès, les agences de développement, les diplomates, les journalistes. Et puis, voilà comment on fait. On croise. Très bien. Samy, nos collègues sur place, d'un mot, quelle est la situation? Écoute, Christophe, il faut voir un peu le climat en Israël. Le pays est en deuil. Tous les jours, pratiquement, quand même, il y a des soldats israéliens qui sont tués. Tous les jours. Deux, trois, quatre, quelquefois 10 d'un coup. Et il y a constamment, tous les jours, des enterrements. Et c'est évidemment répercuté dans les médias. Et tout le monde participe à ce deuil. Dans ce cas-là, je dirais pas seulement les universitaires, mais les ONG aussi, les ONG des droits de l'homme. Personne n'ose s'exprimer, ou très peu de gens, n'osent s'exprimer sur la question du conflit, sur la question des bombardements, sont-ils excessifs ou pas. Et il y a eu un papier d'un collègue qui s'appelle Yagil Levy, qui est un sociologue de l'armée israélienne, et calculé un peu le rapport entre les victimes civiles et les victimes militaires. Et il se rend compte, en comparant toutes les incursions, des dernières incursions d'Israël dans la bande de Gaza, c'est le rapport où le nombre des civils est le plus élevé jamais commis. Mais je pense que le connaissant et connaissant ses travaux, il aurait quantité de choses à dire. Mais les gens n'osent pas s'exprimer. Je pense que les gens vont s'exprimer. Il y aura un moment, il y aura un moment pour le débat. Il y aura Ouais, un moment. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. ouais, ouais, c'est l'union sacrée. Très bien. Alors, Jules Villemain vous pose une question précise mais compliquée. À votre avis, est-il envisageable qu'Israël ait pour objectif de coloniser durablement la bande de Gaza à la manière de la Cisjordanie? Peut-on comparer les deux? Vous voulez que j'y réponde? Vas-y, Ou quelqu'un d'autre? vas-y. OK. Mais en fait, si vous vous souvenez, en 2005,
Ariel Sharon s'était désengagé de la bande de Gaza, donc il avait fait évacuer par force les 7500 colons qui étaient euh, dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est toute une partie du sionisme religieux, il y a une volonté de revanche. Ils disent, mais c'est l'occasion de revenir au point de départ et de nous réinstaller dans la bande de Gaza. Mais ça, c'est l'opinion d'une minorité, c'est pas l'opinion de la majorité. La majorité n'a aucune envie de recommencer à s'installer dans la bande de Gaza et aucun dirigeant politique, même de droite du Likoud, de Netanyahou compris, n'a parlé de cette option. Il a même dit que c'était inenvisageable. Mais je pense qu'il y aura une phase d'occupation qui est plus une phase d'occupation sécuritaire et militaire. C'est pas une occupation accompagnée d'une colonisation ou d'une recolonisation. D'accord. Merci. Sid Ahmed Soussi vous pose la question suivante. Dans quelle mesure l'arrière-fond historique du conflit, à travers le nettoyage ethnique de la Palestine, peut-il être convoqué pour expliquer l'opération israélienne actuelle et une réflexion sur l'avenir à moyen terme? Alors, est-ce que on peut comparer cette fois avec un passé plus ou moins ancien et où est-on dans quelque chose de totalement inédit? Euh, Bon, on peut reparler des fantasmes de l'extrême droite israélienne, mais disons qu'en tout cas, en Cisjordanie, euh, il y a quand même ce fantasme qui s'installe à certains endroits sur le terrain, Hmm. puisqu'il y a quand même la colonisation qui progresse, qui continue de progresser, les expulsions de Bédouins, le rétrécissement du territoire des Palestiniens. Donc, oui, on est dans cette logique, mais sans doute davantage en Cisjordanie, à Jérusalem, que dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est la logique du bulldozer et de l'écrasement et de faire retourner les Palestiniens à l'âge de pierre. Je crois que cette idée, cette dynamique, si on peut appeler ça une dynamique, enfin, cette, ce trend là, du nettoyage ethnique s'appliquerait plutôt du côté de la Cisjordanie parce que dans la mesure où elle est vraiment convoitée par un certain nombre de nationalistes et de religieux Ouais. israéliens. Alors, tu as répondu en fait à la question suivante et du coup, Elisabeth va pouvoir apporter sa propre contribution. Je vous la lis. Même si tout doit partir de Gaza, dit Alain Policard, comme l'a rappelé Jean-Pierre Filiu, peut-on envisager une solution durable sans le démantèlement progressif des colonies illégales de Cisjordanie? On renverse la question, mais c'est la même. Elisabeth. Oui, en fait, c'est la même. C'est qu'effectivement, si on veut une solution durable, ça veut dire une solution durable au conflit israélo-palestinien. Donc, on en revient toujours en fait à la même chose, hein, au problème originel. Donc, effectivement, non, sans démantèlement des colonies, sans traitement de fond du problème, on n'aura pas de solution durable à Gaza. C'est tout simplement illusoire. La difficulté, c'est à mon sens, quand on parle les Israéliens veulent, le gouvernement veut, c'est qu'on croise effectivement les fantasmes de l'extrême droite, sauf que c'est une extrême droite qui est élue maintenant, qui compte des ministres et qui est de plus en plus influente politiquement. Donc on se demande jusqu'où l'imprégnation en fait aussi de l'opinion publique israélienne à ces thèses maximalistes va prendre et jusqu'où elle va aller. Oui, non, ça rejoint effectivement le paysage que décrivait Samy à l'instant. Merci. Alors, un spectateur anonyme revient sur le point 1 qu'avait soulevé Nathalie Duclos sur la question de méthode, sur la question des méthodes. Je me demande si ont été sollicités nos collègues de l'IFPO qui sont en Cisjordanie ou d'autres pays de la région. Sont-ils en mesure de communiquer sur ces thèmes? Alors là, c'est une question à laquelle je me dois de répondre. Nous devons faire en sorte de solliciter les mieux informés, mais de protéger aussi nos collègues. Et pour une opération comme celle d'aujourd'hui, un webinaire qui a été décidé il y a quelques semaines, alors que parler du sujet n'était pas si facile, nous avons préféré nous adresser à nos collègues basés en France, ce qui n'exclut absolument pas que nous ayons bien sûr recours à l'expertise
de nos collègues de l'IFPO, des UMIFRE en général, parce que revisiter le sujet dans quelques semaines en regardant comment est-ce que dans d'autres pays du Moyen-Orient, y compris l'Algérie qui a été citée, y compris la Tunisie qui a été citée, ce serait certainement de très bonnes méthodes. Donc non, nous ne les avons pas sollicités cette fois-ci, mais oui, ils sont bien sûr dans notre réseau, dans nos tablettes, et nous les inviterons à s'exprimer dans un avenir proche. Laurence Jourdain commence par remercier Samy. Je garde, dit-elle, un excellent souvenir de votre séminaire sur la décision en politique étrangère que j'ai suivi en DEA à Paris 1 entre 88 et 89. J'y pense parfois depuis que je suis même universitaire. C'est des clins d'œil qui font plaisir. Et je m'en souviens moi aussi d'ailleurs, mais ce n'était pas à Paris 1, mais les DEA avaient tellement de vertus. La question qu'elle pose, j'aimerais savoir qui décide aujourd'hui, on est toujours avec les décideurs, hein, en Israël, entre les différents partis de la coalition au pouvoir, voire aujourd'hui du cabinet de guerre, entre l'exécutif, la Knesset, la Cour suprême, entre les civils, les militaires. Bref, c'est une question effectivement sur la chaîne de commandement. Tu as montré qu'il y avait un unanimisme, en quelque sorte, hein, une union sacrée. Néanmoins, il y a des impulsions qui sont données. D'où partent-elles? Qui décide? J'y réponds? Ah ben oui, c'est une question qui t'est adressée. Ok. En Israël, il y a deux principales structures. L'une, c'est le Conseil des ministres. L'autre, c'est un cabinet qu'on appelle un cabinet de sécurité et qui prend généralement les décisions concernant la guerre et la paix. Là, en l'occurrence, Benjamin Netanyahu a créé une troisième structure ad hoc qui s'appelle le cabinet de guerre et qui réunit statutairement trois principaux personnages, le Premier ministre, le ministre de la Défense et un ancien ministre de la Défense qui est Benny Gantz. Ils sont associés à titre d'observateur un ancien chef d'état-major des armées, le général Eisenkot, et un proche de Benjamin Netanyahu qui est conseiller, qui est ministre, mais proche de Netanyahu, euh, qui s'appelle Dremer. Et ils sont associés au coup par coup, bien entendu, le chef d'état-major des armées et tout chef des chefs de service de sécurité qui viennent et qui sont associés aux discussions. Cette création, elle est due principalement au fait que Netanyahou ne voulait pas prendre des décisions dans lesquelles se trouveraient les deux grands farfelus du gouvernement israélien, à savoir Smotrich et Ben Gvir. Il a fait ça exprès. Et d'ailleurs, je pense que s'il ne le faisait pas, Benny Gantz n'aurait pas rejoint le cabinet de guerre. C'est dans cette structure-là que se prennent toutes les décisions. De temps en temps, Benjamin Netanyahu revient au cabinet de sécurité, c'est-à-dire c'est un cabinet élargi, dans lequel se retrouvent Ben Gvir et Smotrich et d'autres ministres, notamment des orthodoxes, des religieux orthodoxes, sur les questions, notamment les questions des otages, qui sont des questions alors là qui intéressent véritablement humainement tout le monde, et c'est là que les décisions sont prises, et notamment les questions d'aide humanitaire, d'ouverture, de passage des convois humanitaires, elles sont discutées dans ce forum plus élargi. Mais en ce qui concerne véritablement les questions strictement militaires, c'est le cabinet de guerre. D'accord, merci beaucoup. Deux questions pour finir. Élise Tancoigne vous pose une question à nouveau précise et ayant trait aux travaux universitaires. Elle demande, savez-vous s'il existe des travaux universitaires portant spécifiquement sur la propagande de guerre dans ce conflit? Alors c'est tôt peut-être, un peu trop tôt, mais avez-vous déjà repéré des analyses de la façon dont on présente les choses des deux côtés, sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Oui, mais pas dans le milieu académique, C'est pas grave. il me semble. Mais par contre, oui, les journalistes, et puis il y a des chercheurs en France hein, qui travaillent sur ce qu'on appelle des narratifs, le discours, la rhétorique, et qui effectivement
travaille aussi sur la manière dont les perceptions jouent des deux côtés, la fameuse guerre de l'information, guerre des images, guerre de l'information, avec un accès au terrain qui est compliqué, donc c'est récit contre récit. Oui, mais c'est de ça qu'on parle. Effectivement, la propagande déforme la réalité et devient un récit. Ce que je vous propose, c'est de mettre en ligne, lorsque nous mettrons euh, la capture vidéo de ce webinaire sur le site de la FSP, nous y ajouterons les références à ces travaux. Vous nous les ferez parvenir. Dernière question, comment expliquer que l'ambassadeur d'Israël en France n'ait pas été convoqué par le gouvernement français suite à la mort d'un agent du Quai d'Orsay il y a quelques jours à Gaza? C'est un spectateur anonyme qui vous pose cette question. La réponse est dedans peut-être, mais à vous de le dire. Laetitia. Euh, je ne sais pas, je crois que les relations, la relation franco-israélienne est fragile. Alors peut-être que peut-être que la France ne veut pas se montrer trop exigeante. En même temps, personnellement, je vois pas bien ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'un un employé français franco-palestinien soit mort dans ces bombardements, étant donné le fait qu'il y a près de la moitié des bombardements en fait qui sont assez peu précis. Donc voilà, la France a demandé des explications. Peut-être qu'elle a, peut-être que voilà, peut-être que le président français estime il ne faut pas fragiliser davantage cette relation, parce qu'il y a d'autres messages à faire passer, comme celui de la ministre qui était en Israël et qui a demandé un cessez-le-feu. Donc peut-être que c'est aussi là que se jouent les choses les plus importantes. Oui, c'est de la diplomatie dans ce cas. Pas d'autres réactions? Je peux, je relis un commentaire aussi sur l'IFPO, et c'est vrai, je dois Ah, dire que j'allais. ah, voilà. Les collègues de l'IFPO, voilà, travaillent sur le sujet et où qu'ils soient selon les labos, hein, à Jérusalem, Amman, Beyrouth ou autres, sont aux premières loges et ont une expertise riche. Et effectivement, il y a des séminaires à l'UHESS aussi, sur la Palestine qui est essentielle parce qu'elle couvre aussi des aspects qui sont moins géopolitiques, moins géostratégiques, mais qui permettent de comprendre ce qu'est aujourd'hui aussi la Palestine et ce que sont les Palestiniens. Et pour dire aussi que dans l'espace public aujourd'hui, on les entend peu, on les entend quasiment pas. Je pense qu'ils se protègent aussi, enfin, voilà, parce on en parle régulièrement tous ensemble, et qu'il est compliqué pour eux en fait de s'exprimer et de porter leur voix parce qu'ils sont tout de suite effectivement décriés. Et donc, compte tenu de la politisation du sujet, c'est aussi un enjeu pour les sciences sociales et pour les chercheurs de s'exprimer sur le sujet et sur la Palestine. C'était tout le défi ce soir que vous avez, je trouve, très bien relevé. On ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe et il faut le faire en académique, en chercheur, en universitaire. Encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, expliquer, ça n'est pas justifié, mais nous sommes dans notre rôle lorsque nous faisons ce que vous avez fait ce soir et lorsque font ce que nos collègues de l'IFPO ou d'ailleurs font. Oui, il faut se protéger, mais il ne faut pas se taire. Et il faut continuer notre travail de décryptage avec nos outils. Et vous avez utilisé des concepts qui sont des concepts de sciences sociales, comme le factionnalisme, par exemple, qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans un contexte comme celui-ci, mais qui évidemment continue à avoir son rôle. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre aussi en lien avec ce webinaire, lorsqu'il sera sur le site de la FSP, eh bien, les liens qui conduisent aux réunions dont Élise Tancoigne parle dans ce message, pour que, on puisse continuer à s'informer, à s'informer en tant que chercheur, mais pas seulement, en tant que citoyen du monde, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agissait ce soir. Et je vois que
Il y avait d'autres messages qui sont ajoutés pendant que nous parlions, mais on ne va pas pouvoir les prendre tous. Je vous propose de nous arrêter là. Encore une fois, merci. Et lorsque eh bien, la capture vidéo sera disponible, merci de la faire circuler pour qu'encore une fois, on puisse informer le maximum de personnes francophones, évidemment en France, mais dans toute la région Méditerranée où notre langue est encore pratiquée. Bonne fin d'année à tous et bonne soirée d'ici là. Au revoir. Bonsoir, merci. Au revoir et bonne fête. Bonsoir, merci à tous. Au revoir.